Masechet Baba Kama, Daf Samech He. On va commencer à partir de la 4e ligne. Goufa, Amarav, Keren, Keren Sheganav, Tashlum Kefel, Betashlume Arba Vahamisha, Kesharat Armada Bedin. Maït Armaderav, Amarkra, Geneva Vehaim. Amaika Amarahamana, Haim Bigneva, Ahye la Keren, Keren Sheganav. C'est-à-dire, nous avons, afin de comprendre le sujet, je voudrais rappeler quelques notions pour ceux qui n'étaient pas là hier. On a entamé le Pérec qui parle de tout autre sujet, donc je sais que vous n'êtes pas dans le Inyan. Alors je rappelle très succinctement. Le nouveau Pérec qu'on a commencé, Pérec Shishi, qui nous parle de Tashlum Kefel et Tashlum Arba'a Vahamisha. C'est-à-dire, un homme qui a volé un objet, s'il a volé discrètement, clandestinement, lorsqu'il va rembourser, il doit rembourser le double. Non seulement le capital, mais la Torah lui inflige une sanction, une amende. C'est qu'il va payer le double. La Rolex qu'il a volée coûtait 100 000 euros, il va payer 200 000 euros. Ça, c'est quand c'est Ganav. Mais quand il est Gazlan, quelqu'un qui est un voleur à l'arraché, c'est-à-dire en flagrant délit, il ne s'est pas caché pendant le vol, il n'a pas volé clandestinement, dans ce cas-là, il payera juste le capital. Hachamim m'explique que le voleur, il est pire, le voleur discret est pire que le voleur flagrant. Pourquoi? Car celui qui se cache, il a peur des hommes, mais il n'a pas peur d'Akadosh Baruch Hu. Tandis que le voleur à l'arraché, il n'a pas peur d'Akadosh Baruch Hu, certes, mais il n'a pas mis les hommes au-dessus d'Hachem. Tandis que le voleur qui est clandestin, il a mis les hommes au-dessus d'Hachem, parce que d'Hachem, il n'a pas peur, des hommes, il a peur. Tandis que l'autre, il les a mis à égalité. Il n'a peur ni d'Hachem, ni des hommes. En tout cas, ça c'est le dîme du voleur à l'arraché. Il ne payera que Keren. Tandis que le voleur, alors comment on appelle le voleur à l'arraché en hébreu? Gazlan. Comment on appelle le voleur clandestin? Ganav. Donc le Ganav, il paye double. Deuxième détail qu'on avait appris hier, c'est que s'il s'agissait du vol d'un taureau ou d'un agneau, alors il payera 4 fois plus ou 5 fois plus. Dans quel cas? En cas de Shchita ou de Mechira. Comment ça s'appelle en hébreu? Tviha ou Mechira. S'il a volé le bœuf, ou il a volé l'agneau, et ensuite, non seulement qu'il a volé, il a en plus fait la Shchita, ou il a revendu, alors dans ce cas-là, ce voleur ne payera pas que le double. Il payera 4 fois plus s'il s'agit d'un agneau, et 5 fois plus s'il s'agit d'un bœuf. Alors pour un bœuf par exemple qui coûtait 10 000 shekels, étant donné qu'il lui a fait la shrita où il a revendu, il payera 50 000 shekels. Alors que pour l'agneau par exemple il coûtait 5 000 shekels, il payera 4 fois plus, 20 000 shekels. Ça on avait appris. Autre élément important à connaître, c'est Modé Biknas Patour. Il faut savoir que tout ce qui est au-dessus, au-delà du montant minimal, c'est-à-dire à partir du moment où il s'agit de payer plus que le capital, plus que le keren, ça s'appelle un knas, une amende. Modé biknas patour. On ne peut être condamné à payer un knas que dans la mesure où on s'est fait attraper en flagrant délit. On s'est fait attraper par les Edim qui ont vu et qui sont venus témoigner au tribunal. Mais si, en fait, la personne elle-même, elle est venue reconnaître son erreur, elle ne payera pas plus que le capital. C'est-à-dire qu'elle payera juste le prix réel, le capital. Modé biknas patou. Il n'y a pas d'amende à payer par rapport à son aveu. C'est uniquement par rapport à un témoignage. On avait vu également la notion de Toren Taranat Ganav. Vous vous rappelez, c'est quoi Toren Taranat Ganav? C'est un shomer. Un shomer hinam. Normalement, un shomer hinam, il n'est pas tour s'il s'est fait voler.
il est hayav que s'il a négligé la surveillance. Maintenant, imaginons, comme l'exemple que j'ai donné, Réhouven est parti en voyage. Avant de partir en voyage, il a remis des objets ou des bêtes à son voisin Shimon. Il lui dit, s'il te plaît, garde-moi la Rolex, garde-moi le bœuf, garde-moi l'agneau. Alors, qu'est-ce qui s'est avéré finalement? Plus tard, quand il revient de voyage et qu'il lui réclame, il lui dit, quoi? Tu veux que je te rende ce que tu m'as donné? Malheureusement, je me suis fait cambrioler. Il y a eu un ganav qui est rentré chez moi pendant la nuit et il a tout pris. Il a tout pris. Finalement, il s'avère que c'est lui-même le voleur. Étant donné qu'il a prétendu qu'il s'est fait voler clandestinement, ça s'appelle Toren Ta'anat Ganav Bapikadon. Il s'avère en plus que c'est lui-même. Non seulement qu'il a volé, il a menti, et il a prêté un faux serment. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire? S'il vient reconnaître de lui-même son erreur, alors qu'est-ce qui va se passer? Dites-moi, qu'est-ce qui va se passer exactement? Qu'est-ce que dit la Torah? Alors, ce détail, on ne l'a pas vu hier, il va devoir payer 3 choses. Primo, il doit rembourser le capital. Secondo, il doit payer un homesh. C'est quoi un homesh? Un 5e de plus. Tierso, il doit en plus apporter un korban qu'on appelle Hacham Gezelot. Répétons, Keren, Vehomesh, Vehacham. Le capital, le 5e, et un korban Hacham Gezelot. Ça, c'est s'il a reconnu. Mais s'il n'a pas reconnu de lui-même, il s'est fait attraper par 2 témoins qui ont dit ce menteur voleur qui a prêté un faux serment, c'est lui-même qui a volé. Il a prétendu Toren Tanat Ganav. C'est pas vrai, il n'y a pas eu de Ganav, c'est lui le Ganav. Alors, il payera double. Il n'y aura pas de Hacham, il n'y aura pas de Homesh, il payera double. Maintenant, quel est le din si cet agneau ou ce taureau, il aura fait la shchita, ou il les a revendus? Lui, le Toren Ta'anat Ganav. Maintenant qu'il a un statut de Ganav, qu'est-ce qu'on avait dit pour un voleur classique qui a revendu ou qui a fait la shrita? Il paye 4 fois plus pour un agneau, 5 fois plus pour un taureau, pour un bœuf. Eh bien, en effet, Rabbi Yochanan nous dit que ce sera la même chose pour le gardien. Ce Shomer Hinam qui a menti, qui a volé, qui a prêté un faux serment, il s'avère que c'est lui-même le voleur. Si jamais lui-même, il avait fait la shrita ou il avait revendu, lui-même, il devra payer Arba Hamisha, car il a le statut mamash d'un voleur. J'ouvre une parenthèse, je ne sais pas si c'est nécessaire, que tout dépend de ce qu'il prétend. S'il est Toren Ta'anat Ganav ou il est Toren Ta'anat Gazlan. On avait dit tout à l'heure qu'il y a une différence entre un voleur à l'arraché et un voleur clandestin. Pour un voleur à l'arraché, combien il rembourse? Keren. Un voleur clandestin, combien il rembourse? Le double. Déjà le double, si... Tachloum et Kefet, pour un objet quelconque, s'il n'a pas fait de shrita, il n'a pas fait de mechira, de l'agneau et ainsi de suite, ou un objet, une Rolex, il paiera double. Le gardien qui prétend qu'il s'est fait voler, est-ce qu'il prétend qu'il s'est fait voler à l'arraché ou il prétend qu'il s'est fait voler discrètement? C'est un ganav. Il va prendre le ganav. Alors, s'il dit qu'il s'est fait voler par un gazlan à l'arraché, et il s'avère que c'est lui-même le voleur, combien il payera? 5 fois, c'est un gazlan. Double. Il payera combien? Double. Je parle d'un objet, je ne parle pas de Tvira Mechira, je parle d'une Rolex. Une Rolex. Double. Eh bien voilà, très bien, bravo. Eh bien, ça dépend de ce qu'il dit. Tout dépend de ce qu'il dit. S'il dit « je me suis fait voler à l'arraché », alors il ne payera que Keren. S'il prétend qu'il s'est fait voler clandestinement, il payera double. Voilà quelques introductions. Mais comment on peut croire un voleur qui dit... Comment on peut croire un voleur ce qu'il va dire? Il va dire on me l'a volé à l'arraché pour payer moins cher. Je suis étonné, quoi. Comment vous dites? Selon ce qu'il dit, on a dit on va le condamner selon ce qu'il va dire. Mais c'est un menteur. Un voleur, c'est un menteur de principe. Comment on va le croire? Pourquoi lui donner le petit knas quand on doit lui donner le plus gros? On ne le croit pas, on a des rédimes. Lui, il a prétendu quelque chose et il a juré.
La Torah dit que s'il jure, on doit se fier à sa parole. Mais maintenant, il y a eu des Edim qui contredisent ce qu'il dit. Ils disent qu'il a juré à tort. Il a volé, il a menti, il a prêté un faux serment. Alors maintenant, la Torah nous dit que dans ce cas-là, il est condamné à payer en fonction de ce qu'il a dit. S'il a prétendu qu'on lui a arraché, on lui a volé, on l'a arraché, il ne payera qu'une seule fois, comme un gazlan. S'il a prétendu ganav, il payera double comme un ganav. C'est ça ma question. Ça veut dire qu'il obtiendra le statut de la personne qu'il a utilisé pour se défendre. Tu as dit on t'a volé? Mais comment on t'a volé? Gazlan ou ganav? Si tu prétends qu'on t'a volé gazlan, tu payeras comme un gazlan. Si tu prétends qu'on t'a volé, c'est un ganav qui t'a volé, eh bien tu payeras comme un ganav. La ta'ana que tu as donnée, ça s'appelle Toren ta'ana de ganav bapikadon. Bon, alors maintenant les amis... Il va choisir sa peine. Moi je vais dire gazlan, je vais payer qu'une fois. Moi je vais dire, puisque je suis un menteur, voleur, moi je vais dire ganav, je vais dire gazlan, on me l'a volé à l'arrache. Oui, mais lui maintenant il ne s'attend pas à se faire attraper. On l'a attrapé maintenant. On va lui non, dire mais au moment où il a... C'est pas aujourd'hui qu'il dit. Aujourd'hui, il n'a rien à dire. Aujourd'hui, elle est témoin. Donc ça y est, sa bouche, elle est close. On parle de ce qu'il avait dit avant que les témoins n'arrivent. C'est un menteur, voleur, prêteur de faux serments. À ce moment-là, on n'avait pas encore de témoins. On l'a cru. Mais maintenant que les témoins sont venus pour le démentir, alors évidemment, on croit les témoins, et quand on croit le témoin, on le condamne. On le condamne à quoi? Alors, on le condamne à ce qu'il a dit. S'il avait prétendu gazlan, il payera comme un gazlan. S'il avait prétendu ganav, il payera comme un ganav. Mais on ne sait pas. Aujourd'hui, on sait. On sait que c'est un gazlan ou un gazlan. Aujourd'hui, non, lui, il a dit... Lui, il n'est rien. Lui, il est prêteur de faux serments. J'ai compris. Au début, il a dit « je suis un gazlan ». Oui, c'est ce que le tribunal a entendu. Très bien. Les Haïdim, il vient dire non. Non, c'est pas vrai. C'est un gazlan. C'est lui. C'est un ganav. Non. Les Haïdim, ils disent « c'est lui ». Très bien. Quoi, lui? Lui qui a volé. Ça s'appelle pas un volé, parce que l'argent, quand il a reçu un béhéter. D'accord. Donc, il a juste menti. Il a juste prêté un faux serment. Donc, ce vol-là n'est pas comme un vol classique. Car un vol classique, comment l'objet il arrive aux mains du voleur? Il va le chercher ou bien il le prend. Ça veut dire que depuis le début, quand l'objet est arrivé aux mains du voleur, ça s'appelle un vol. Oui. Mais celui-là, c'est pas pareil, celui-là, c'est un gardien. Donc quand l'objet est arrivé dans ses mains, il est arrivé béhéter, mais l'obéissant. Alors maintenant, c'est juste un mensonge. Alors c'est en fonction de son mensonge qui sera condamné. Quel a été son mensonge? Il a dit, c'est un gazlan, eh bien il aura le dîme de gazlan. Il a dit, c'est un ganav qui me l'a pris, il aura un dîme de ganav. Donc les témoins simplement disent, il n'y a pas eu de gazlan, il n'y a pas eu de ganav. C'est lui le menteur. Alors à partir de ce moment-là, quel sera son statut? Le statut de ce qu'il a employé comme argument pour se défendre, pour se couvrir. Alors dans ce cas-là, l'argument de son mensonge, c'est exactement le statut qu'il obtiendra. S'il est Toren Ta'anat Gazlan, il payera qu'une seule fois, Keren, que le capital. S'il est Toren Ta'anat Ganav, il payera comme un Ganav, Kefel, Tachloum et Kefel. Fini les introductions. Commençons le travail. Quatrième ligne de Daf Samechet. Goufa, Amar Rav. Keren chez Ganav. Tachloum et Kefel, et Tachloum et Arba Hamisha, Keshaad Amada Bedin. C'est-à-dire, vous le savez que les objets au marché peuvent avoir des prix différents. La variation des prix du cours du marché, c'est quelque chose qui fluctue normalement. On peut avoir des moments où le même objet coûte cher, comme en ce moment, l'essence a augmenté, alors que avant, on faisait un plat avec 150 shekels, aujourd'hui avec 250. D'accord ? C'est des choses qui fluctuent. Alors maintenant, imaginons que l'objet qu'il a volé, au début, il coûtait tant. Aujourd'hui, au moment où il s'est fait attraper, ce voleur, là maintenant on parle d'un voleur. Maintenant le voleur, il s'est fait attraper, ça coûte autrement.
Alors, est-ce qu'on va se référer au prix de l'objet volé Aujourd'hui. Jadis, au moment où il a volé, ou bien en fonction du moment du jugement? Ça dépend. Si c'est du Par exemple, Ça dépend si on a retrouvé l'objet ou bien il faut acheter l'objet. Ça dépend. c'est-à-dire, Si on a retrouvé l'objet tel qu'il était, il payera le prix de l'époque, de l'objet de l'époque. on parle maintenant d'un objet qui n'est pas là. Alors il payera le Il doit payer, mais il payera la valeur en fonction prix du jour. du jour du vol ou en fonction d'aujourd'hui. Non. Je pense du prix du jour. C'est Je dois racheter mon... C'est quoi le prix du jour? De quel jour vous parlez? On parle... du Actuel? Quand on l'a volé, moment où on c'est jugé. dans sa voiture. Est-ce qu'on va d'après le moment du vol ou d'après le moment du jugement? du jugement. Parce Goufa. qu'on y est. Donc, on emploie ce terme de goufa. C'est une terminologie que la Gemara emploie en général quand elle reprend un sujet qu'on a déjà vu plus haut. Et en effet, ces paroles de Rav sont rapportées dans Samer Dalet Amoudbet, et maintenant la Gemara reprend ce sujet pour approfondir. L'enseignement de Rav consiste à dire que Keren Sheganav, Tashlum Kefel, et Tashlum Arba Hamisha, Keshaat Amada Bedin. Lorsqu'on se pose la question, par rapport à un voleur qui a volé une Rolex, par exemple, je prends ça pour illustrer. La Rolex, elle coûtait au moment du vol 100 000 euros. Maintenant, au moment du jugement, un an après, elle coûte 150 000 euros. Est-ce qu'il va payer 100 000 euros ou il va payer 150 000 euros? Question par rapport au Keren, question par rapport au Kefel, question si c'était par exemple une bête et qu'il avait égorgé cette bête ou revendu. Donc il doit payer Arba Hamisha si c'était un agneau ou un bœuf. Alors, est-ce qu'on se réfère au prix initial, c'est-à-dire au moment du vol, ou bien est-ce qu'on se réfère au Sha'at Armada Bedin, au moment du jugement, combien ça coûte actuellement? Rav nous enseigne que Keren Sheganav, Tashlum Kefel, mais Tashlum Arba Hamisha, Keshaat Armada Bedin. C'est-à-dire, concernant le Keren, le capital qu'il doit payer, ce voleur, eh bien, il faut se référer à l'heure du vol. Au moment où il a volé, combien ça coûtait? C'est ce prix qu'il payera. C'est ça, ce qu'il doit rembourser. Keren chez Ganav. C'est quoi Keren chez Ganav? Comme ça coûtait au moment de la Geneva. Par contre, Tashlum et Kefel, il va Tashlum Arba Hamisha, Keshaat Armada Bedin. Mais en ce qui concerne la pénalité qui est le double, Au prix du jour. ou la pénalité qui est le quadruple, ou le quintuple par rapport à agneau et taureau, si c'est un agneau 4 fois plus, si c'est un taureau 5 fois plus, n'est-ce pas? Alors ça c'est par rapport à l'actualité. Alors on va donner maintenant deux explications. La Gemara va donner une explication par rapport à un point, et moi je vais vous donner l'explication du Roche par rapport à l'autre point. La Gemara va dire pourquoi Rav prétend que concernant le capital, on se réfère au prix du marché de l'époque du vol. Il a volé il y a un an, eh bien il payera comme ça coûtait il y a un an. Pourquoi? Sur quoi il s'appuie Rav pour affirmer une chose pareille? Maïtama de Rav, Amarkra, Geneva, Vehaim. Amaika Amara Hamana, Haim Bigneva. Ahye la Keren Sheganav. Dans Parashat Mishpatim, Perekaf Aleph, Pasuk Lamed Zayin, il est écrit Ki ignov ish, shor ose utvacho mecharo, Hamisha bakar yeshalem tachat ashor, ve'arba tzon tachat ase. Si un homme vole un bœuf ou un agneau, et il lui a fait la shchita, ou il a revendu, il payera 5 fois plus pour un bœuf et 4 fois plus pour un agneau. Dans le pasuk Gimel, il est écrit Im himatse timatse biyado ha-geneva. Si on a trouvé chez lui la geneva, c'est-à-dire qu'il n'a pas revendu,
où il n'a pas égorgé. Mishor ad hamor, adse haim shenaim yeshalem. Que ce soit d'un bœuf jusqu'à un âne, que ce soit un agneau, que ce soit n'importe quel objet, eh bien, il devra payer double. Comme dit Rashi, Mishor ad hamor, c'est quoi ad hamor? Kol davar bichlal tashlume kefel. Ben sheyesh bo ruach haim, ben she'en bo ruach haim. Share ne'emar b'makom acher, al se, al salma, al kol aveda, yeshalem shenaim lere'eu. C'est-à-dire, il doit payer double ce voleur pour n'importe quel objet volé. C'est la pénalité, c'est la sanction, c'est une amende, de payer double. Alors, Rav va dire, si tu observes ce pasouk, Perek Kafbet Pasouk Gimel, il est écrit, Im himatze timatze biyado hageneva, mishor ad hamor atze hayim shenaim yeshalem. Il y a le mot hageneva qui est de trop et le mot hayim qui est de trop. Car on sait qu'on parle d'un ganav. Et qu'est-ce que ça veut dire hayim? Si on parle d'un objet inerte, comment tu fais pour une Rolex la rendre vivante? Une Rolex, elle n'est pas vivante, c'est un élément inerte. Alors de quoi on parle? Nachon. Alors de quoi on parle? Ahyeh la keren, keren chez ganav. Le mot gneva et le mot haïm, qui sont de trop, c'est pour dire que la gneva, elle doit être vivante. Qu'est-ce que ça veut dire que la gneva doit être vivante? Ça veut dire que la Rolex que tu as volée, quand tu vas la rembourser, tu dois comme faire revivre le prix initial. Si par exemple la Rolex à l'époque elle coûtait 100 000 euros ou 100 000 shekels, et aujourd'hui ça coûte par exemple la moitié, si ça coûte aujourd'hui un quart, il y a une chute du marché, eh bien tu payeras comme ça coûtait autrefois. C'est-à-dire le prix de 100 000 euros comme au moment du vol. Ahyeh la keren, keren chez Ganav, fait revivre le capital de manière à ce que le prix payé par le voleur sera égal au prix que ça coûtait au moment du vol. Voilà. Ok. Maintenant, ça c'est la Gemara qui explique le pourquoi du din de Rav que keren chez Ganav. Keren chez Ganav. Le prix du capital est en fonction du moment du vol et pas en fonction du moment du jugement. D'accord. Par contre, quel est le din pour le kefel et arba'a v'hamisha? Pour les knassot, ce qu'on appelle les amendes, les pénalités. La pénalité, c'est de payer le double pour un voleur classique et payer le quadruple si il s'agissait d'un agneau revendu ou égorgé, et de payer le quintuple s'il s'agissait d'un bœuf qui a été revendu ou égorgé. Alors, quel sera le barème? En fonction de quel barème on va multiplier par 2, multiplier par 4, multiplier par 5. Est-ce que la référence, c'est le prix initial à l'époque du vol, ou est-ce que la référence, c'est le prix actuel au moment du jugement? Au moment du jugement. Qu'est-ce qu'a dit Rav? Rav a dit que pour le kefel et arba v'hamisha, c'est au moment du jugement. Keshaat armada beddin. Concernant le capital, il payera en fonction du prix tel que ça coûtait au moment du vol. Mais ce qui concerne les pénalités, c'est en fonction du moment du jugement. Alors, la Gemara nous a expliqué la raison de Rav qui s'appuie sur un pasouk. Et elle a dit, tu veux savoir pourquoi le capital est évalué en fonction du prix au moment du vol? Eh bien ça, c'est parce que la Torah dit « Geneva behaim » « Ahyeh la Geneva » « Ahyeh la keren » « Keren chez Ganav » Ça veut dire que le keren est évalué en fonction du moment de la Geneva, au moment du vol. Mais il ne nous a pas expliqué pourquoi les pénalités de Kefel, Arba, Hamisha, les Knassot, sont évaluées en fonction de l'instant présent, c'est-à-dire au moment du jugement. Pourquoi?
C'est normal, c'est maintenant qu'on fait le PV, c'est maintenant qu'il faut payer. Bravo! Étant donné que cet homme avait encore le loisir et le privilège de venir reconnaître son erreur, d'avouer sa faute, et de dire « Moraï Verabotai Hadayanim, sachez que j'ai volé. Je regrette, je fais teshuva, je viens rembourser. » Eh bien, il ne payera dans ce cas-là que le capital. Il n'y a pas de kefel qui compte, ni de arba hamisha s'il s'agissait de shor bassé. Donc voilà la raison pour laquelle nous dit le Roche, pourquoi, selon Rav, on calcule le montant des arba hamisha ou du kefel en fonction du prix au moment du jugement, et non pas du prix au moment du vol. Car au moment du vol, il n'y avait pas encore le hiyuv de kefel et arba hamisha. À ce moment-là, il n'y avait que le hiyuv de keren. Le kefel et arba hamisha, ça n'arrive qu'après le jugement, car s'il avait avoué avant le jugement, eh bien, il n'y aurait pas eu de condamnation à payer des knassot. Donc les knassot sont évalués, estimés en fonction du prix au cours du marché le jour du jugement. Amar Rav Sheshet, Rav Sheshet qui était l'élève de Rav, va dire Amina, je dis, Ki naïm veshachiv Rav, Amar le Hashmata. Je pense que Rav, quand il a dit ça, il n'était pas en état de conscience parfaite, il devait être à moitié endormi. Il somnolait. Ki naïm veshachiv Rav, Amar le Hashmata. Comme pour dire, si mon Rav a dit ça et que ça me paraît totalement faux, c'est que certainement il devait être à moitié endormi. Il était aveugle, Rav Sheshet. Rav Sheshet était aveugle. Et il y avait un autre Rav qui était aussi un autre. Rav Yosef. C'était les deux élèves de Rav. Et puis c'est important qu'il souligne le fait qu'il était aveugle. C'est moi qui ai raconté, c'est pas écrit. Moi, je vous dis ça à titre de biographie. Maintenant, vous voulez savoir pourquoi ils étaient aveugles? Alors écoutez pourquoi c'est important que je le dise. C'est pas écrit dans la Gemara, mais on le voit dans une histoire que Rav Sheshet était aveugle, Rav Yosef également. Dans ma Masechet Psachim, même on pose la question à Rav Yosef et à Rav Sheshet, comment ils ont lu la Haggadah, comment ils ont pu acquitter les autres, puisqu'ils ne pouvaient pas dire Ba'avur ze asa Hashem li betzeti mi Mitzrayim, lo amarti la beshara shematza umaror monachim lefanecha. Or eux, ils ne peuvent pas voir Ba'avur ze. Alors, puisqu'ils ne peuvent pas voir la matzah et le maror, ils étaient aveugles. Alors, comment est-ce qu'ils pouvaient acquitter les autres de la Haggadah de Pessah si eux-mêmes ne sont pas mechuyavim minatora? Donc, il y a tout un débat. Mais comment ils sont devenus aveugles? Et ça, c'est hyper important de le savoir. Ils ne l'étaient pas initialement. Ils se sont rendus eux-mêmes aveugles parce qu'ils étaient les élèves de Rav. Et quand Rav est décédé, tous ces élèves ont pris sur eux l'un des comportements de Rav. Rav n'a jamais regardé en dehors de ses 4 coudées. Il était tellement kadosh, Rav losar sihat chulin miyamav. Rambam dit, il n'a jamais dit une parole futile, Rav. Rav n'a jamais regardé en dehors de ses 4 coudées. Rav Yosef et Rav Sheshet, ils ont pris sur eux, c'est-à-dire qu'à sa mort, tous ses élèves, chacun a pris sur lui un engagement par rapport à un comportement de Rav. Eux, quand ils ont pris sur eux de ne pas regarder en dehors des 4 amotes, ils ont vu que c'est impossible. Ils n'arrivaient pas. Eh bien, ils se sont rendus aveugles. Ils se sont frappés de ces cités eux-mêmes. Bon, c'est une parenthèse biographique. C'est les Géonim qui nous révèlent ça. Ça, c'est pas raconté dans la Gemara. C'est les Géonim qui nous révèlent ça. En tout cas, Rav Sheshet, qui était l'élève de Rav, va dire « Je suis sûr que Rav n'a pas raison dans ce sujet. » À propos de quoi il a dit ça? Pas à propos du Keren chez Ganav, mais par rapport au Kefel et Arba Hamisha, qui est Shahad Ramada Bedin. C'est-à-dire que le barème pour fixer le tarif du Kefel et Arba Hamisha, c'est en fonction du prix du marché au moment du jugement, et pas au moment du vol. A priori, il contredit une baraïta, mais foréchet. Il contredit une baraïta, mais foréchet, qui va dire que même pour Arba Hamisha, on se réfère à quoi? Au moment du vol, et non pas au prix du marché, au moment du jugement. Alors comment il peut dire que c'est par rapport au prix au moment du jugement? Où est-ce que nous voyons ça? Détania, comme il est écrit dans la braïta suivante,
K'husha ve'ishmina, meshalem tashlum kefel. Ve'tashlum arba v'chamisha, keren sheganav. Imaginons, le voleur a gavé la bête qu'il a volée. Il a engraissé. Et maintenant, elle coûte beaucoup plus cher qu'au moment du vol. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Qu'il payera le prix de Kefel, le double, ou le prix de Arba'a, ou le prix de Hamisha, en fonction du prix au moment du vol. Mais Shalem, Tashlum et Kefel, et Tashlum et Arba'a, et Hamisha, Keren chez Ganav. C'est quoi Keren chez Ganav? Comme au moment du vol. Donc, tu vois que c'est faux ce qu'a dit Rav. Rav a dit que Kefel et Arba'a Hamisha, c'est Kesharat Armad Abedin. C'est en fonction du din, au moment du jugement, combien ça coûtait. C'est pas vrai, c'est combien que ça coûtait au moment du vol. Réponse, nous dit la Gemara. Amre, Mishum de Amarle, Anapatimna ve Atchakalt. C'est-à-dire, lui, le voleur, en fait, c'est pas que ça a augmenté chez lui. C'est pas que ça a augmenté chez lui. Il a gavé. K'husha ve'ishmina, c'est lui, le voleur, qui l'a engraissé. Donc l'augmentation de prix, elle n'est pas relative à une augmentation de prix par rapport au marché. Elle est du fait que la bête a grossi. Mais qui l'a fait grossir? Qui l'a nourri? Le voleur. Alors le voleur va dire au propriétaire, comment tu veux que je te paye 4 fois plus en fonction du prix actuel? Mais c'est qui a fait que actuellement il coûte plus cher? C'est moi. Car je l'ai gavé. Je lui ai donné à manger. C'est moi qui ai dépensé. Ana patimna. Ve'at shakalt. C'est moi qui l'ai engraissé. C'est toi qui vas en profiter. Ma pitom. Ce n'est pas logique. Donc, en effet, comme la Gemara va tout de suite expliquer que chacun parle d'autre chose. La Braïta, elle parle du gavage et engraissage. Et Rabbi parle d'une fluctuation, d'une augmentation du prix de la bête par rapport au cours du marché. Elle est exactement pareille. Elle n'a pas grossi d'1 gramme, mais son prix a augmenté. Alors la Gemara veut quand même démontrer que Rav n'a pas raison de la suite d'Abraïta. Si c'était le contraire, elle a maigri. Au moment où il a volé, elle était grosse. Et maintenant, elle a maigri chez le voleur. Combien elle coûtait quand elle était grosse? On va dire par exemple 10 000 shekels. Maintenant qu'elle a maigri, combien elle coûte? 8 000 shekels. Alors maintenant, on va d'après, pour le kefel et Arba Hamisha, on va d'après le moment du vol ou bien le moment du jugement. Selon Rav, on devrait se référer à quoi? Au moment du jugement. Et donc, il devrait payer le double de 8 000 shekels, ou le quadruple de 8 000 shekels, ou le quintuple de 8 000 shekels. Et pourtant, qu'est-ce qui est écrit clairement? Qu'on se réfère au prix initial, au moment du vol, qui est un sheganav. Donc ça ne marche pas ce qu'a dit Rav. La Gemara, là encore, elle répond très joliment. Elle dit, Rav, il a tout à fait raison, et malgré tout, il va t'expliquer la Braïta ainsi. Hatam Nami, même dans la Sefa, Mishum de Amrin Nanle, Malikat la Kula, Malikat la Palga. C'est un hidouche phénoménal que donne ici la Gemara pour répondre à la question de Rav Shechet Arav. La Gemara dit que quand on paye 4 fois plus ou 5 fois plus pour la shrita de l'agneau ou du bœuf, en fait, quand la personne a amaigri la bête, quand il avait volé, c'était un gros bœuf, c'était un gros agneau. Maintenant, il a mis au régime cette bête, skena, elle fond, comme la neige au soleil. Alors, cette pauvre bête-là, il a commencé à l'égorger depuis le moment où il a commencé à l'amaigrir. Quand il a mis au régime, c'était le début de la shrita. Malikat la kula, malikat la palga.
Écoutez l'expression talmudique. Quand on frappe quelqu'un et on le frappe et jusqu'à ce qu'on le tue, alors depuis quand on l'a tué? Pas à la fin, depuis le premier coup. Car pour le tuer, il a fallu lui donner par exemple 50 coups. Alors depuis quand commence la mort? Depuis le premier coup. Car si le premier coup n'avait rien fait, donc le deuxième coup aussi ne va rien faire. Et ainsi de suite. Donc si tu vois que le 50e coup l'a tué, c'est que déjà depuis le premier coup, il y avait déjà un affaiblissement. Donc il y avait un katla palga avant le katla kula. Avant d'arriver à une mort totale, il y avait déjà une mort partielle. Donc quand il a commencé à l'amaigrir, avant même de lui faire la shrita, ça s'appelle qu'il a commencé déjà la shrita en quelque sorte. Il a commencé à la tuer depuis le moment du vol. Donc c'est pour cela que la Braïta va dire qu'on se réfère au moment du vol, parce que le moment du vol c'est le début de la shrita. Mais on aurait dû se référer, comme a dit Rav, à Sha'at Amada Bedin. Mais en l'occurrence, pourquoi la Braïta ne se réfère pas à Amada Bedin, ne se réfère au moment du vol? Car on parle de Shmena avec Krisha. Elle était Shmena. Étant donné que on parle de Shmena avec Krisha, alors là c'est spécial. Mais sinon, on va d'après le Sha'at Amada Bedin. Ki ka'amar Rav beyokra vezola ou de ka'amar. En effet, quand est-ce qu'il dit que on va d'après Sha'at Amada Bedin? C'est lorsqu'il y avait yokra vezola, augmentation ou diminution de valeur. C'est de cela qu'il s'agit. Quand la bête elle-même, elle a gardé le même poids, le même volume, ce n'est que le prix qui fluctue, soit dans le sens de l'augmentation, soit au contraire dans le sens de la diminution de valeur. Alors, on doit se référer à quoi pour fixer le taux du kefel, le taux de Arba Bahamisha? C'est en fonction de Sha'at Armada Beddin. Maintenant, la Gemara nous dit, ok, c'est clair, les choses sont claires, mais je voudrais comprendre quand même de quoi parlait Rav avec précision. Est-ce qu'il parlait d'un cas d'augmentation ou un cas de diminution? Echidame. Elima de Merikara Shabi Azuza. Ulbasov Shabi Arba Azuze. Keren Sheganav. Lima Pliga de Rav. Aderabba. De Amarabba. Haïman de Gazal Havita de Hamra Mehavre. Merikara Shabi Azuza. Ulbasov Shabi Arba Azuze. Tavra Oshatia. Meshalem Arba. Itbar Mimela. Meshalem Zuza. La Gemara dit, est-ce que Rav parle du cas d'augmentation de valeur? C'est-à-dire que, au moment où il a volé, la bête coûtait un zouz. Au moment où il lui a fait la shrita, elle coûtait 4 zouzim. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire maintenant? Rav, que le keren chez Ganav. On parle pas maintenant du kefel, hein, on parle que de keren, le capital. Voilà, maintenant focalisons-nous sur le capital, sur le keren. Quand Rav a dit que le keren, c'est keren chez Ganav, le kefel arba bahamisha, kesharat armad abedi. Alors maintenant, quand il dit keren chez Ganav, le capital est fixé en fonction du taux du marché au moment du vol, du jour du vol. Alors j'ai une question. Cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Ensuite, il a fait la shrita. Ou il a revendu. Alors parlons maintenant de keren chez Ganav. Shrita, keshadam adabedin. D'accord? Donc, combien il doit payer pour le capital? Bravo. Ça coûtait, la bête elle coûtait 1 zouz au moment du vol et elle coûte 4 zouzim au moment de la shrita. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit maintenant, Rav? Le 1 sera en fonction du capital, tandis que le kefel, par exemple, le 4 fois plus, ce sera au prix du jour. Alors, venez, on va réfléchir.
La bête a coûté 1 zouz au moment du vol. 4 zouz maintenant au moment du... Parlons d'un bœuf, d'accord? Le bœuf, c'est 5 fois plus. Parlons d'un bœuf. Il a fait la shrita du bœuf qui coûte 4 zouzim. Combien il payera ce monsieur d'après Rav? 4, 12, 20, 4 fois 5, 20. On va payer 5 seulement. 5 Le capital fois 5. 5, non, fois 4. Il va payer 1 Fois plus, 4. plus 16. 1 plus 4. 1 plus 16. 1 plus 4. 17. 1 plus 4. 1 Bravo! plus 16. Quand la cavode, 1 plus 16. il payera 1 plus 16. 1 plus 16. 4 fois 4. Excellent. 4 fois 4. Puisque au moment du vol, il coûtait 1 zouz. Au moment de la shrita, il coûtait 4 zouz. Alors, pour le keren, le capital, il paye que 1. Comme ça coûtait au moment du vol. Mais par contre, pour la shrita, alors il doit rajouter 4 fois plus. Parce que c'est quoi quand on dit 5 fois plus? C'est 1 plus 4. N'est-ce pas? C'est quoi que 5 fois plus? Ça inclut toujours le capital. Mais maintenant, tu me dis que le capital, tu l'évalues en fonction du moment du vol. Ce n'est que la pénalité qui est en fonction du jugement. Alors ça fait 16 plus 1. Très bien. Maintenant les amis, regardez bien. Il payera 17 shekels, 17 zouz. Très bien. Maintenant, eh bien, 16 plus 1 on a dit. Pour le taureau, il payera 16 plus 1. Combien? Il coûtait 1 au départ. Il coûtait 1. Maintenant, au moment de la shrita, il coûte 4. Ce taureau-là, il coûte maintenant 4. Alors maintenant, 5 fois 4, normalement, c'est 20. Si on fixait en fonction du jour. Et 5 fois 1, c'est 5, si c'était en fonction du moment du vol. Alors, il paye 5 ou il paye 20? Non, il paye 17. Pourquoi il paye 17? Parce que pour le capital, il payera 1, Keren Sheganav, comme au moment de la Gneva. Et pour la pénalité, Keshat Viha Omrira, donc combien ça coûtait maintenant? Ça coûtait 4. 4 fois 4, 16. Donc il payera en plus du 1, encore 4 fois plus. Donc ça fait 17 en tout. Ça c'est ce qui ressort d'après les paroles de Rav. La Gemara dit, a priori, Rav contredit un enseignement de Rabba. Rabba qui est son élève d'ailleurs. Rabba qui était élève de Rav. Rabba, lui, nous enseigne. Haïman de Gazal Habita de Hamra. Mi'ikara Shabia Zuza. Ulbasov Shabia Arba'a. Tabra Oshatia Meshalem Arba'a. Itbar Mimela Meshalem Zuza. C'est-à-dire, un monsieur qui a volé un tonneau de vin. Au début, combien il coûtait le tonneau de vin? 1 zouz. Ensuite, plus tard, il a bu. Au moment où il a bu, il coûtait 4 zouz. Combien il payera, ce monsieur? Il payera 1 zouz ou il payera 4 zouz? Pareil que le même calcul qu'on ferait pour le... Ne parlons pas du kefel maintenant, parlons que du keren. Le keren, au moment du vol, c'était 1. Maintenant, il coûte combien? 4. Eh bien, étonnez-vous. Rabba va dire il payera 4. Parce que le bonifié. Le vin, il coûtait, ce tonneau-là de vin, il coûtait 4. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il payera en fonction du jour où il a bu. Ou bien, s'il a cassé le tonneau, en fonction du jour où il a cassé. Comme on dit en araméen cassé, tavra. Le tav remplace le shin, shavav. Shatia, c'est quoi shatia? Il a bu. Tavra ou shatia, c'est havit. Alors il payera combien? 4. C'est qui dit 4? Rabba. Et selon Rav, combien il payerait? 1. Donc, a priori, Rav et Rabba seraient en mahlok. Et Rashi, très joliment, nous explique la svara de Rabba, qui est sublime. Vous savez quelle est la svara? Quelle est la logique de Rabba? Rashi dit, tout le temps que le tonneau était chez le voleur, il s'appelle appartenant à son propriétaire. Parce qu'il doit le rendre. Dès qu'il a bu, ça lui. Bravo. Dès qu'il a bu, c'est maintenant qu'il vole. Non, c'est pas que... C'est-à-dire maintenant il vole. Et je reprends les termes de Rashi. Hashta hu dekagazilla. C'est maintenant qu'il vole. Mais il a déjà volé. Ça veut dire quoi maintenant il vole?
Écoutez ce que dit Rabat. Rabat dit, il a volé, au moment du vol, ça coûtait 1 zouz. Maintenant qu'il a cassé ou il a bu, ça coûte 4 zouz. Il payera combien en fonction du jour d'aujourd'hui où il a cassé ou il a bu. Pourquoi Hashta ou Dekagazila. Tant que c'était chez lui, c'est considéré appartenant à son propriétaire. Maintenant qu'il a détruit, maintenant qu'il a bu ou il a cassé, aujourd'hui il a volé. Aujourd'hui, combien ça coûte 4. Il payera 4. Ça, c'est la svara de Rabat. J'ouvre une parenthèse rien que pour comprendre Rachid. Il y a un grand débat entre le Ktsot et le Netivot. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant il vole, mais il a déjà volé. Écoutez un pirouche que je vous donnerai de mon Rav Alav Shalom, Rabbi Shaul Miller Zatzal. Il avait expliqué très joliment ce sujet par rapport à ce que nous verrons plus tard. Rabbi Yohanan a un enseignement célèbre. Amar Rabbi Yohanan. גזל ולא נתייאשו הבעלים, שניהם אינם יכולים להקדישו. זה לפי שאינו שלו, וזה לפי שאינו ברשותו. שנאמר, וכי יקדיש איש את ביתו קודש, מה ביתו ברשותו, אף כל ברשותו. C'est-à-dire, un homme ne peut consacrer au Beth Amikdash que quelque chose qui lui appartient. Je ne peux pas consacrer au Beth Amikdash quelque chose qui est à vous, n'est-ce pas? Il faut que ça m'appartienne. Maintenant, quel est le din si par exemple, il a volé le vin. L'objet a été volé. L'objet se trouve chez le voleur. Est-ce que le propriétaire peut le consacrer au Beth Amikdash? Non. Le propriétaire ne peut pas. Est-ce que le voleur peut le consacrer au Beth Amikdash? Non plus. Ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Rabbi Yohanan nous dit Zeh lefi she'eno shelo, ve zeh lefi she'eno birshuto. Le ganav ne peut pas parce que ce n'est pas à lui, et le propriétaire ne peut pas, parce que ce n'est pas dans son domaine, ce n'est pas chez lui. L'un parce que ce n'est pas à lui, l'autre parce que ce n'est pas chez lui. Et d'où on apprend qu'il faut que ce soit à lui et chez lui, eh bien on apprend du pasuk, Vechi yagdish ish et beto kodesh. Ma beto birshuto, afkol birshuto. Il faut que ce soit chez l'eau et birshuto. Alors, notre Rav nous avait dit comme ça, dans chaque propriété, la propriété, elle se situe à 2 niveaux. Au niveau de Shelo et au niveau de Birshuto. Qu'est-ce que ça veut dire Shelo et Birshuto? J'ai traduit par chez lui. Birshuto chez lui. Ce n'est pas la vraie traduction. À lui, ça veut dire que foncièrement, ça lui appartient. Shelo, c'est le foncier qui lui appartient. Birshuto, ça veut dire que c'est dans la possibilité de s'en servir. Il est en mesure de l'utiliser. Un objet que je ne peux pas utiliser, ça s'appelle qu'il n'est pas birshuti. Il n'est pas dans mon domaine. Le voleur empêche le propriétaire de l'utiliser. Donc ça se trouve où? Birshuto chez la ganav. C'est pas birshuto chez la be'alim, c'est birshuto chez la ganav. Donc le voleur, quand il prend l'objet, c'est birshuto, mais c'est pas chez l'eau. Le propriétaire, c'est chez l'eau, mais c'est pas birshuto, il ne peut pas l'utiliser. C'est pas parce que c'est chez le voleur, c'est parce que le voleur l'empêche de l'utiliser. Je prends un exemple. Un gardien, par exemple. Réhouven, il donne un objet à Shimon à garder. Shimon, il le garde pour Réhouven. Est-ce que Réhouven peut le consacrer au Beth Amikdash? Oui. Pourquoi oui? Parce que même si c'est déposé chez le gardien, mais le gardien n'empêche pas le propriétaire de l'utiliser. S'il vient lui dire, et il lui dit, rends-le-moi, je veux l'utiliser, il n'y a aucun problème. Ça s'appelle dans le domaine du propriétaire, même quand c'est chez le gardien, car le gardien, il garde pour le propriétaire. Ce n'est que le voleur qui empêche l'accès au propriétaire. Alors ça s'appelle no birshuto. Alors maintenant, dans chaque objet, il y a shelo et birshuto. C'est sheli ve birshuti. C'est à moi et je peux le boire, je peux l'utiliser. Si quelqu'un l'a volé, c'est à moi, mais je ne peux pas l'utiliser. Lui, il peut l'utiliser, mais ce n'est pas à lui. Alors maintenant, écoutez bien. Le tonneau de vin, au moment où il a volé, ça coûtait 1 zouz. Maintenant, quand il a cassé ou il a bu, ça coûte 4 zouz. Qu'est-ce qu'a dit Rabba? Aujourd'hui, il le vole. Et donc, il payera 4. Mais il avait déjà volé avant. Avant, il n'avait volé que le birshuto. Maintenant, il vole le shelo. C'est-à-dire que quand il le casse, il le fait disparaître. Jusqu'à présent, tant qu'il était là, il avait le devoir de lui rendre. Et c'était encore à lui, au propriétaire.
Mais maintenant qu'il a cassé, donc il a volé même le shello, pas seulement le birshuto. C'est ce que dit Rashi. Hashtaou de kagazilla. Maintenant il vole. Alors il a volé le birshuto. Il a volé même le shello. Donc t'as pris Rabat. Donc maintenant qu'on a dit. Baruch haba. Maintenant le voleur, il devient propriétaire de l'objet. Même si c'est qu'un voleur, il devient propriétaire de l'objet. C'est-à-dire il peut le consacrer. Non, ça devient à lui. non, pas dans le cas où il a cassé. Justement, c'est birshuto. Juste quand même une précision, quand on a dit que c'est dans le reshoot du gazlan, et je vous ai dit que le mot reshoot ne veut pas dire simplement chez lui, déposer chez lui. Parce que déposer chez le gardien, c'est comme déposer chez le propriétaire. Le voleur, quand il empêche l'accès et il ne laisse pas le propriétaire l'utiliser, qui est-ce qui l'utilise? C'est le voleur. Le voleur l'utilise. Eh bien, les amis, écoutez bien. Lorsque le voleur utilise un objet volé, je vous pose une question. Est-ce qu'il va devoir payer le prix d'une location? Par exemple, il a volé une perceuse. Il a utilisé la perceuse. Il a volé une voiture. Il a utilisé la voiture. Et après, il la rend. Est-ce qu'il paye pour la location? Il a volé, il a déjà payé le vol. Après, il fait tchouva, il rend. Est-ce qu'il doit payer pour la location? L'usure. Mais pas l'usure. La location. Par exemple, quand vous allez chez, comment il s'appelle, Avis ou Hertz, vous allez louer une voiture, ou chez Kiloutou, quand vous payez pas que l'usure, vous payez la location, c'est-à-dire qu'ils ont pris en considération l'usure, mais ils ont aussi une marge de bénéfice. Est-ce que le voleur qui utilise sans permission l'objet doit payer aussi la location? S'il a fait tchouva, comme vous me dites, c'est sûr qu'il doit payer la location. Réponse non. Pas besoin. Pourquoi? Parce que c'est birshuto. Quand on a dit birshuto, il a des kinyane gezela. Le gazlan, il a des kinyane gezela. D'ailleurs, si par exemple il y a eu un incendie, une catastrophe naturelle, d'accord? Il y a eu une inondation, une grande crue, ou du fleuve, ou un feu, un incendie qui a éclaté, catastrophe naturelle. Est-ce que le ganav est hayav de rembourser au propriétaire? Ou bien il peut lui dire, c'est pas de ma faute. Moi j'avais volé, j'avais l'intention de te rendre, mais maintenant il y a eu un coup de foudre. Béonès. Patour ou Hayab? Vous dites Patour, vous dites Hayab. Cette fois-ci, vous avez raison. Hayab, pourquoi? Parce que il avait des kinyané gezela. À partir du moment où il a volé, c'est rentré dans son reshoot, les Hayev be'onsin, et même s'il y a une catastrophe naturelle, il devra payer. Mais le revers de la médaille, c'est quoi le revers de la médaille? Rabbi Moshe, c'est quoi le revers de la médaille? C'est qu'il ne payera pas la location. Voyez-vous? Ça veut dire qu'il a un kinyané gezala. Et puisque c'est rentré dans son reshoot, il paye. Donc c'est comme à lui pour l'utilisation, mais par contre, puisque c'est rentré chez lui, donc il est hayab, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, même s'il y a une catastrophe naturelle, il va devoir rembourser. Alors même... Comment? Il dit tout à l'heure, s'il a fait tchouva, il ne rembourse rien. Dans quel cas? J'ai volé la voiture. Il doit rembourser le capital. Je l'ai utilisé 3 semaines. Capital, il doit rembourser. Je fais tchouva, je la rends. Ok. Je rends la voiture. Il ne paye pas la location, j'ai dit. Donc je ne paye rien. Je rends la voiture. Il rend la voiture. Donc celui qui a fait il payera l'usure. Ah, il y a l'usure. C'est ça que vous m'avez pas dit. Non, j'ai dit que dans toute location de voiture chez Hertz ou chez Avis, vous avez deux choses. Vous payez l'usure et vous payez aussi la marge de bénéfice. La marge de bénéfice, il n'y a pas. C'est tout, j'ai compris. Parce que vous voyez que Avis, il fait à 100 shekels et l'autre, il fait à 200. C'est quoi la différence? C'est pas au niveau de l'usure, c'est au niveau du bénéfice. D'accord. Alors maintenant, ça c'était juste une parenthèse pour comprendre un mot de Rashi. Quand Rashi a dit Hashta ou Dekagazi, là, au moment où il a cassé le tonneau de vin, où il a bu le contenu, pourquoi Rashi dit maintenant il vole? Mais il a déjà volé depuis X temps. La réponse, il y a deux vols. Il y a le vol de Birshuto, il y a le vol de Shelo. Maintenant, il vole de Shelo. En tout cas, qu'est-ce que nous dit Rav? On se réfère au taux, au barème du prix au moment du vol, pour le Keren. Et tandis que Rabbin, qu'est-ce qu'on nous dit? On se réfère au moment de l'élimination de l'objet. Quand est-ce qu'il a éliminé l'objet? Quand il a cassé le tonneau.
Et combien il paye? En fonction, Le rabat. il payera en fonction du jour. Il a cassé aujourd'hui, ben il payera comme aujourd'hui. Alors que d'après Rav, il payera combien? Comme au moment du vol, 1. Alors, d'après Rav, il payera 1 zouz. D'après Rabat, il payera 4 zouz. A priori, c'est une mahloquette entre Rav et Rabat. Alors que Rabat, c'était l'élève de Rav. La Gemara dit non, il n'y a pas de mahloquette. Ah, ouais. Réponse. Kika Amarav, Kegon de Merikara Shavia Arba, Ulbasof Shavia Zouza. Keren Shegandar, Tashlume Arba Bahamisha, Kesharat Amada Bedin. Et on va s'arrêter là. C'est-à-dire, la Gemara nous explique qu'il n'y a pas de mahloquette entre Rav et Rabbi et Rabbah. L'un a parlé d'un cas et l'autre a parlé d'un autre cas. Quand est-ce que Rav a dit qu'on paye en fonction du moment du vol? C'est quand ça a diminué de valeur. Tandis que Rabbah, il a parlé quand ça a augmenté de valeur. De quoi a parlé Rabbah? Il a dit, au moment où il a volé, combien ça coûtait? 1 zouz. Au moment où il a bu le vin de ce tonneau, combien ça coûtait? 4 zouz. Il payera en fonction de combien? 4 zouz, bravo, comme il vient de faire maintenant. D'accord. Maintenant, quel est le din si c'est le contraire? Au moment du vol, ça coûtait 4 zouz. Maintenant, ça coûte 1 zouz. Et aujourd'hui, il a cassé. Le knas, ça sera un jour, et le knas, ça sera un, et le... Je ne parle pas du knas, je parle du capital. Au prix du jour où il a volé. Bravo. Donc il paiera 4 zouz. Bien qu'aujourd'hui, quand il a bu, ça vaut 1 zouz. Hazak ou barou. Donc il n'y a pas de mahloquette entre eux et tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc ça monte et l'autre... Là, il a parlé au cas où ça a augmenté, et l'autre va dire au contraire au cas où ça a diminué de valeur.